Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin. Et bonsoir à tous, chers amis stéphanois, bienvenue pour ce nouveau Saint-Étienne Night Club. Nous sommes le lundi 19 janvier 2026 et c'est le 206e SNC. On est très heureux de vous retrouver, on est toujours très content puisqu'on voit que les audiences sont toujours au beau fixe sur les lives et sur les replays. J'en profite pour vous encourager, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner sur YouTube, sur Twitch pour qu'on puisse soutenir la chaîne et vous offrir de plus belles émissions. On vous a déjà un peu teasé la semaine dernière sur le fait que des nouvelles choses arrivaient sur YouTube, donc n'hésitez pas à suivre parce que ça va arriver incessamment sous peu. Et il faudrait pas que vous manquiez ça, c'est plein de belles choses. Et il se passe plein de choses du côté du SNC et de Peuple Vert. C'est un peu moins vrai pour ce qui concerne nos Verts à nous. C'est vrai qu'on s'ennuie un petit peu, on en parlait un petit peu en haut tout à l'heure, un mercato qui est pour l'instant très calme alors qu'on a largement déjà dépassé plus de la moitié de cette période. Sur le terrain, c'est pas beaucoup mieux et pourtant Dieu sait qu'il faudrait s'activer un peu plus. Mais heureusement, on est là pour en parler ensemble de cette triste médiocrité et bon voilà, vous le savez, dès qu'il y a des passes un peu difficiles, on fait revenir les anciens, ceux qui sont là depuis le début, ceux qui ont traversé moult tempêtes avec le SNC, avec vous, sur le live et sur les rediffs. Donc on a fait revenir un qui est là depuis quasiment le départ. En fait, les deux qui sont autour de la table avec moi sont là depuis quasiment le départ. C'est comment ça va Pierrot, déjà, pour commencer? Eh ben écoute, ça va. Je suis content de faire le SNC avec vous, avec mon Sylvain, ça fait longtemps. Et content de débriefer une victoire, même si c'était pas parfait, parce que je crois que les 2-3 derniers SNC, c'était. J'avais débriefé des nuls ou des défaites, donc je suis content de débriefer pour une fois une victoire. Donc tu veux dire que tu rétablis tes stats et potentiellement si on cherche un chat noir en cas de non montée à la fin de la saison, ça ne sera peut-être pas toi quoi. Peut-être pas, effectivement. Peut-être pas, on fera les comptes, vous inquiétez pas, comme tous les ans, et on éliminera celui qui nous a coûté les points. Sylvain est aussi avec nous. Comment ça va Sylvain? Bah écoute, ça va comme un week-end de victoire, triste victoire, pauvre victoire, mais de victoire quand même. C'est clair, on sait. Je vais pas mentir. Celui-là, je vais pas dire qu'il a gâché mon samedi soir parce qu'on repart avec les 3 points, mais il a quand même pas fait très plaisir. Sylvain, toi tu vois Romain dans le chat, notre cher chef qui nous dit qu'on a les plus galurants, les moins dépressifs de toute l'équipe, bien sûr, autour de cette table. Heureusement, il y a du sang neuf. Il y a quelqu'un pour s'occuper du chat, quelqu'un qui n'est pas dans l'équipe depuis très longtemps, mais qui du coup a moins traversé les tempêtes avec nous et qui va pouvoir nous aider à redresser la barre. C'est Quentin, comment ça va Quentin? Bah écoute Kevin, ça va bien, bonsoir à tous, bonne année parce que c'est ma première de 2026, bonne année à tout le monde. Et même si je fais pas partie de l'équipe depuis longtemps, je l'ai vécu quand même en tant que supporter depuis pas mal d'années. Oui. Non, Quentin, Donc, sois positif par pitié. non, je suis quelqu'un de très positif, mais on l'a quand même vécu tous ensemble depuis des années, C'est on vrai va pas que se mentir. C'est vrai que depuis que le SNC existe, en fait le chat noir c'est peut-être le SNC en lui-même. C'est vrai que depuis que le SNC existe, il y a beaucoup plus de malheur que de positif. Donc peut-être, on va y réfléchir. On y réfléchira en tout cas, si on monte pas à la fin de la saison. Allez, on va devoir au programme ce soir. Je vous laisse vous installer tranquillement dans le chat, vous écrire vos meilleurs messages. Quentin les fera remonter. On va débriefer bien sûr le match de ce week-end. On va faire un petit point mercato. Clem qui reviendra nous rejoindre vers la demi. Et après, bien sûr, on fera un petit point sur la Ligue 2 et sur le prochain match qui s'annonce, je l'ai déjà dit plein de fois cette saison, mais qui s'annonce crucial avec le déplacement à Reims. Active Saint-Étienne Night Club, le débrief. Oh, salut Joss dans le chat. Quand on parle d'anciens et de gens qui ont traversé les tempêtes, Dieu sait que mon Joss était là aussi depuis le départ. Les gars, ce match, j'ai la fiche de stats devant les yeux. C'est vrai que même niveau stats, on s'est pas régalé franchement grandement. Un petit 1-0 dans un derby, oui, on peut dire un derby, c'est le derby de la Ligue 2. Sylvain, t'as pu voir le match, t'étais à la maison, au stade, qu'est-ce que t'en as pensé?
Ouais, j'étais à la maison. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé que c'était globalement un match pauvre. On a existé pendant une vingtaine de minutes après en début de seconde période. On a fait la décision à ce moment-là. Mais globalement, je trouve que c'était très pauvre. En première mi-temps, c'était très très pauvre. Et globalement, j'ai trouvé que ce match était tactiquement d'une faiblesse abyssale. Mon Pierrot, toi tu l'as vu de la maison aussi? Ouais, je l'ai vu de la maison et pareil, alors des fois, il faut savoir se contenter des 3 points. Là, je m'en contente, mais je pense qu'on va développer Ouais. le contenu est loin d'être suffisant et peut nous créer quelques inquiétudes, enfin, pour ma part, pour la suite. Bah tiens Pierrot, je vois Romain dans le chat qui le dit 17 tirs, j'aurais pas cru. Tu les as vu passer? Parce que moi aussi, quand j'ai fait les stats, je me suis dit putain, j'ai pas vu les 17 tirs, moi. Je me suis assoupi. Non, c'est vrai. Ouais, 17 tirs, ouais, non, j'aurais pas pensé non plus, effectivement. Bon, c'est vrai qu'il y en a que 6 de cadrés, donc c'est peut-être ça aussi qui nous a. Ça dépend qu'est-ce qu'ils ont compté comme tir. C'est vrai, je vous laisse dans le chat me dire ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que finalement l'essentiel c'est pas les 3 points? Comme dirait le grand philosophe, on les a écrasés à 1-0. Sylvain, l'essentiel était là quand même. Avec les résultats qu'il y a eu ce week-end, c'était obligé de faire ces 3 points. Ouais, totalement. Il y avait une forme de pression quand même. Et ça peut aussi expliquer le match que nous ont produit les joueurs. Mais oui, il fallait gagner, c'est chose faite. Il faut aussi quelquefois savoir se montrer pragmatique. C'est ce qu'on a souvent reproché à Eric Horneland. Voilà, 1-0. Ça a tourné en notre faveur. Je pense que ça aurait pu aussi tourner en la faveur de Clermont. Ça a souvent tourné en notre défaveur depuis le début de saison quand c'était plutôt serré. Donc on va prendre, on va pas se plaindre, on va prendre. Et puis voilà. De toute façon, aujourd'hui, je crois que on est tous d'accord pour se dire que l'équipe n'évolue pas beaucoup. Et quand on cumule toutes les blessures, c'est difficile d'avancer véritablement. Voilà. C'est ainsi. C'est 3 points. Et c'est ce qu'on retient. 3 points et c'est tout, comme on dit. Pierrot, tout à l'heure, vous disiez que tactiquement, c'était pas, ça laissait un peu sur notre fin sur ce match. Qu'est-ce qui, toi, t'as le plus inquiété, hormis bien sûr le fait que les 3 points c'était le plus important, mais si on doit se concentrer un peu sur ce qui a pêché, qu'est-ce que tu as trouvé de plus inquiétant dans ce qu'on a développé? Moi, ce qui m'inquiétait, c'est qu'on a joué une équipe de Clermont, alors qu'ils restaient face à une belle performance contre Laval. Enfin, Laval, c'est pas la meilleure équipe du championnat, mais une équipe de Clermont qui jouait avec 8 joueurs de 22 ans ou moins. Donc, c'était vraiment une équipe. Certes, ça semblait être des jeunes talentueux, mais ça reste quand même une équipe totalement inexpérimentée. Et c'est une équipe qu'on aurait dû maîtriser bien plus facilement, je pense. Et si on rentre à la mi-temps, il y a 1-0 pour Clermont, c'est pas un scandale, hein. Ouais, ils en ratent une belle. Le Fakili, enfin, le jeune Stéphanois Fakili qui était formé notamment à la SS, je crois, il loupe l'immanquable à un moment, il est seul au 10 mètres et il tire au-dessus. Euh, voilà, ça tourne bien en seconde mi-temps. Mais oui, moi, ce match, il m'inquiète dans le sens où si c'était entre des matchs maîtrisés, mais là, le problème, c'est qu'on n'avance pas depuis 2 mois et on gagne ce match, mais on n'a aucune certitude. Euh, donc ouais, c'est un peu, c'est une victoire qui fait plaisir parce que bon, il faut prendre des points, mais oui, oui, le contenu est très, très, très inquiétant, je trouve. Je vais peut-être vous donner du grain à moudre, messieurs, puisque je vais m'orienter vers le chat et vers Quentin. Qu'est-ce qui commence à se dire sur ce match? Bah, sur ce match, Guise sur YouTube a parlé de la faiblesse technique au niveau technique. Euh, Gaël, lui, qui parle que, bah, toujours sur YouTube, la SSE a fait un match de Ligue 2, moche, mais un clean sheet. On pourra en voir les bienfaits ou non en fin de saison. Folk 63 sur Twitch, il retient une première mi-temps soporifique, une deuxième pas si mal. Et on n'oublie pas le penalty oublié. L'important, c'était la victoire.
Et Pascal sur Twitch qui trouve que la SSE a été dominateur entre la 45e et le but. Pas grand-chose avant, pas grand-chose après. Après, plus globalement, on retient vraiment la victoire qui fait du bien. Et certains aussi remontent que la faiblesse de l'attaque ne doit pas être effacée par le clean sheet réalisé. C'est vrai ça. Qu'est-ce qui t'a le plus convaincu, Sylvain, toi? C'est ce clean sheet quand même. Enfin, on peut pas non plus l'omettre. Ou le fait qu'on en ait raté quand même quelques-unes des belles. Je sais pas si vous m'entendez. On t'entend. Peut-être que toi tu ne nous entends plus. Et ça, c'est un autre problème. Je, je peux Vas-y, prendre le relais du je te coup, laisse le si relais, tu veux. Pierrot, le temps que Sylvain nous retrouve. Ouais, ouais, ouais. Moi, ce qui m'a plu, c'est le- l'action du but. On va se contenter de peu, mais l'action du but est jolie. Ça joue à une touche de balle, remise, talonnade. Et ça me fait penser au but justement qu'on avait mis au match aller. Stassin avait fait une passe D pour Boakier. Et voilà, c'était, je trouve, une belle action. Et tu as parlé du clean sheet, c'est vrai. C'est vrai que le clean sheet, et je pense qu'on va en parler plus tard, mais peut-être que le retour de Lamba n'y est pas étranger. Mais on s'est assez plaint qu'on prenait 2 ou 3 buts par match. Là, ça fait 2 matchs qu'on ne prend pas de but, donc faut le Ouais. signaler. Même si on a des latéraux qui sont, ce ne sont pas les latéraux du début de saison, donc Pedro et Hall dans l'occurrence. Mais voilà, quand il y a un petit peu d'envie dans une défense en Ligue 2, ça tient. Et effectivement, c'est un point positif. Ouais, on a suffisamment tapé, je pense, sur le nombre de buts qu'on prenait depuis le début de la saison pour dire que voilà, c'est déjà quelque chose. Est-ce que Sylvain, tu es revenu avec nous ou pas? Je vais prendre ça comme un non. N'hésite pas à te manifester quand tu, quand tu seras là. Tu parlais de Lamba, Pierrot. Toi, il t'a convaincu. Enfin, beaucoup attendaient son retour quand même pour souffler un petit peu défensivement. Et bah, c'est vrai que son retour coïncide avec un clean sheet. Donc, c'était un peu la pierre qui nous manquait pour rebétonner derrière, tu crois? Ah bah clairement, quand tu prends les stats avant la blessure de Lamba et après la blessure de Lamba, tant au niveau des points que des buts encaissés, le différentiel est phénoménal. Et alors je crois, il perd 1 ou 2 balles Lamba, mais globalement, il fait un match pour un match de reprise, c'est un match costaud et on prend pas de but. Bon, certes, on aurait pu en prendre sur 2 ou 3 situations, mais les faits sont là. Les faits sont là et je pense que voilà, s'il ne se reblesse pas, s'il retrouve son niveau d'avant blessure, mécaniquement, on prendra moins de buts et on prendra plus de points. Donc c'est vraiment, pour moi, son retour, une excellente nouvelle. On attend des recrues, mais ça sera peut-être lui notre meilleur recrue pour la deuxième partie de saison. Oui, tu dis quelques situations chaudes, mais c'est pas vraiment de sa responsabilité, hein. Souvent, quand il y en a eu, c'était, pour ne pas le citer, le côté gauche qui prenait plus l'eau, Ben Holt, qui a été un peu plus en difficulté. Sylvain, je te vois faire des allers-retours. Est-ce que tu nous entends? Euh, je fais de mon mieux. Nous, on t'entend en tout cas Alors, là. écoute, moi aussi, je t'entends, donc je vais pouvoir réagir à ce qui a Vas-y. été un petit. Ouais, juste pour revenir à la première des choses, ce qui m'a plu, c'est les jeunes qui croquent pleinement le temps de jeu qu'il leur est donné, que ce soit Kevin Pedro ou Nadir El Jamali. Je trouve que c'est vraiment bien ce qu'ils proposent. Eux, on les voit un petit peu avancer et progresser sur l'aspect individuel, ils prennent confiance. Et globalement, pour des jeunes joueurs qui découvrent le football professionnel, je trouve que c'est vraiment intéressant, même si elle a été très courte. J'ai aimé aussi l'entrée d'Emar, elle a été remarquée. Elle aurait pu être quasiment parfaite avec ce but à la 94e, ça aurait été parfait. Mais voilà, sur les points positifs. Après, pour rebondir sur Lamba et sur ce qu'a dit Pierrot, bien entendu qu'il y a une équipe, notamment sur le visage défensif, avec Lamba et sans Lamba. Par contre, on a une chose qui est encore assez marquante, c'est qu'on voit qu'il n'est pas encore en pleine possession de ses moyens. Il s'en sort bien. À un moment donné, il fait une grosse, grosse faute où il est en retard sur le Clermontois. Il aurait d'ailleurs, à mon sens, dû prendre un carton jaune qui aurait peut-être changé la suite de son match. Heureusement, il l'a pas pris, donc ça nous a permis d'être plus serein défensivement et c'est très bien. C'est très bien.
Le chat, mon bon Quentin, qu'est-ce qu'ils en disent? Je vois que ça s'agite. Ce qui s'en dit, bah, pour Oleg, sur YouTube, ça manque d'un meneur dans cette équipe, un meneur de jeu. Kurko sur Twitch, pour lui, la SSE ne montera jamais avec un tel jeu. Euh, et Gaël, bah, est-ce que ça rejoint un petit peu Oleg potentiellement sur YouTube, Gaël qui trouve que ça manque de leader. C'est pas faux sur Twitch, a bien aimé à droite, Pedro à droite, pardon, si je mets le nom du joueur, c'est mieux. Hold toujours perdu à gauche, hein. Après, on n'oublie pas que ce n'est pas son poste de prédilection. Folk sur Twitch qui trouve que le retour de Lomba coïncide avec la victoire. Est-ce un hasard? Et Gaël qui ajoute même que Jabert aussi, le retour de Jabert devant eux au milieu de terrain a fait énormément de bien. Et il y a aussi des retours pas mal sur les jeunes, hein, que ce soit Pedro, El Jamali aussi, qui pour Mathias a bien aimé leur match. Et Funky au tout départ du live avait parlé de beaucoup de jeunes du centre et prometteurs, en espérant peut-être en voir d'autres par la suite de la saison. Merci Quentin. Et merci le chat. Continuez à nous abreuver de vos douces paroles. Sylvain, tant que tu es là pour anticiper un potentiel souci technique, qu'est-ce que tu as pensé du match de Stassin? Il a été décisif statistiquement. Parfois, on sent que ça a manqué de tranchant et de confiance. Mais il y a du mieux. Moi, Stassin, je vois surtout un joueur qui est en crise de confiance totale. Je trouve que c'est encore plus symptomatique sur le match contre Le Mans. C'est un garçon qui a pour qualité première sa capacité à être décisif. Et aujourd'hui, il peine à l'être à nouveau. Quand on voit les choix qui sont faits, que ce soit contre Le Mans ou là, j'ai pas le souvenir qu'il se soit véritablement créé une occasion contre Clermont. Il y Mais a, Non. il y a celle qui reprend dans les 6 mètres, là où il se trouve là, parce qu'il est bien placé. oui, alors Mais est-ce qu'on oui. peut vraiment lui en vouloir sur celle-là? Non, C'est non, il la en reprend repli il la reprend total. le mieux qu'il peut, je pense. Non, il peut pas faire beaucoup mieux. Exactement, ouais, ouais. Je lui en veux pas forcément. Après, je l'ai trouvé plus généreux dans les courses, que ce soit offensive et défensive. Il a dézonné pas mal. Mm. Voilà, on sent qu'il cherche à retrouver son niveau. Je pense qu'il a fait le deuil de la Coupe du Monde et le deuil de son départ également. Maintenant, à lui de faire 6 mois qui ressemblent aux 6 mois qu'il nous a fait en deuxième partie de saison en Ligue 1 l'année dernière. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il a besoin du déclic, du but qu'il va marquer, et que quand il aura ce déclic, ça changera pas mal de choses parce que là, il cogite beaucoup trop, ça se voit. Pierrot, le Castassin, et aussi peut-être aussi influencé ce petit mieux par le retour de Boakier dans de bonnes dispositions. Ouais, alors en ce qui concerne Stassin, je suis totalement d'accord avec Sylvain. Stassin, quand on voit le mois de septembre qu'il avait fait, doublé contre Reims, si je dis pas de conneries, super match à Clermont, enfin super rentrée à Clermont, but à Amiens, enfin il était en pleine confiance. Ouais. Et, euh, et on pensait tous que ça allait enchaîner parce qu'on pensait qu'il avait digéré son transfert avorté au Paris FC. Mais voilà, la suite de ça s'est délité et il a mis du temps à revenir. Là, son fameux père, a communiqué comme quoi il se remettait dedans. Là, j'ai envie de le croire. Effectivement, on a vu des courses peut-être un peu plus poussées. Et comme l'a dit Sylvain, c'est un problème de confiance. C'est un problème de Ah oui. confiance. C'est quand il va mettre le premier, après il va enchaîner. Il était au niveau en Ligue 1, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas en Ligue 2, même si c'est pas le même championnat. Donc voilà, faut persévérer et moi je suis persuadé que voilà, s'il faut faire un sprint final et enchaîner les points, je suis persuadé qu'on aura un Lucas Tassin qui sera là. Et j'ai envie de dire que le sifflet, par contre, alors je sais pas si c'était une petite Oui. partie, une majorité du stade, mais je pense que c'est pas super justement pour sa confiance. Non. Et sur ce match, il fait une passe D, il participe bien au jeu. Je pense pas que c'était très utile. Non, ça s'est jamais avéré productif de siffler quelqu'un quand il est en crise de confiance.
c'est pas ce qu'on peut souhaiter pour lui. Sylvain, on a déjà parlé, mais il reprendra peut-être la main s'il veut rajouter quelque chose. Mais tant que je te tiens, Pierre, je voudrais aussi que tu puisses parler de la jeunesse qui a pris ses responsabilités. Je pense à Pedro, je pense à El Jamali, même Aymar qui rate une belle à la fin, mais bon, il a eu le mérite de se la créer. Ça fait du bien de voir aussi, on a beau dire ce qu'on veut, un coach qui n'a pas peur de lancer les jeunes et les jeunes qui répondent bien, surtout à ce qu'on leur demande. Ouais, tout à fait. Moi, ça me fait plaisir pour l'instant, j'en compte deux. Emar, ça va pas tarder, je pense, mais il y a deux jeunes sur lesquels on peut compter à l'instant T en Ligue 2. C'est Pedro et El Jamali. C'est vraiment Pedro. J'étais curieux de le voir en latéral. Alors même si ça se poste qui jouait en N3, parce qu'on l'avait vu faire des bons matchs dans l'axe. Je voulais le voir à droite et voilà. Moi, quand Pedro il joue en Ligue 2, je suis serein, hein. Je suis pas inquiet parce qu'il va vite, il relance bien, il joue propre, euh, il, il a de l'envie. Et il avait un client face à lui, hein, mine de rien. C'était Ouais, ça courait. le petit Fakili qui a bien été muselé au final, je trouve. Même si une ou deux fois il s'est peut-être fait passer, mais globalement il a fait son match. Et pour El Jamali, pareil, j'aime bien. Il joue juste, techniquement il est bon, dans le bon tempo. C'est un peu comme Stassin. J'aurais aimé pour lui qui débloque son compteur but. Parce que je pense vraiment que voilà, ça peut vraiment être un bon joueur qui peut apporter une plus-value. Et, euh, et dès cette année, je pense, il progresse très vite et j'aime vraiment ce joueur, moi, El Jamali. Sylvain, je t'ai déjà posé la question une fois, il me semble, cette explosion d'El Jamali, c'est peut-être pas celui-là qu'on attendait le plus. Mais il se montre au niveau. Ce week-end, c'était peut-être même sûrement le plus dangereux des Stéphanois. Et il y a une question pour toi, spécialement dans le chat, Sylvain, on nous demande, est-ce que toi, tu juges que Orneland est un coach qui fait progresser les jeunes, ou est-ce qu'ils sont là où tu les attendais au départ? Alors, je ne sais pas s'il les fait véritablement progresser. En tout cas, il les expose. Il les met dans des matchs pas toujours très simples. Je pense notamment à la première de Pedro où il est envoyé chez le leader quand on est dans une situation assez inconfortable où tu as besoin de gagner. Parce que sinon, je crois que 3 prenait proche de 10 points d'écart avec toi si tu gagnais pas ce match. Ouais. Euh, il a répondu présent. Voilà. Les joueurs, ils assument en fait. Je trouve que les jeunes, ils assument et c'est ça qui est bien. Quand on leur ouvre la porte, ils font le nécessaire pour revenir et non pas que ce soit éphémère. Donc ça, c'est chouette. Maintenant, est-ce qu'il les fait véritablement progresser? Je pense que Nadir El Jamali, il a passé un cap cette année, oui. Oui, je pense qu'il a passé un cap. Quant à Pedro, c'est le même joueur pour moi. C'est un joueur fiable, c'est un joueur sérieux, c'est un joueur sur lequel on peut compter. Malgré tout, je pense qu'il sera plus performant dans l'axe qu'en tant que latéral. Je pense qu'il a plus de qualité pour jouer dans l'axe que comme latéral. Maintenant, il faut que ça continue pour eux. On sait comment ça se passe à Saint-Étienne. Les jeunes, quand ils commencent à être très vite exposés, ça peut aller très vite dans les deux sens. Voilà, que ce soit à la fois c'est un super joueur et à la fois ouais, il a surperformé pendant quelques matchs et il rentre dans le rang assez rapidement. Voilà, à eux de faire la suite. Mais concernant ces deux-là, je suis pas tellement inquiet, d'autant plus que tu es en Ligue 2. Donc ça leur fait un petit peu une étape. C'est des joueurs qui, à mon avis, sont des profils qui joueront en Ligue 1 à moyen terme dans leur carrière. Après, Sylvain, j'ai une question pour toi. Je prends le cas Pedro. Je pense que à 3, Orneland la ligne parce que on a pléthore de blessés comme d'habitude. Est-ce que tu penses que si on n'avait pas eu, est-ce qu'on avait eu, si on avait pu aligner la même défense depuis le début du championnat, est-ce que tu penses qu'on aurait vu Pedro un jour? Alors moi, je vais te poser une question à l'inverse pour répondre à ta question. Kevin Pedro signe professionnel cet été, donc son premier contrat pro de 3 ans. Euh, à la reprise, il a un problème au genou qui traîne déjà de la saison dernière. Malheureusement, il rate les 6 premières semaines de prépa. Donc il rate le wagon, clairement, on va se dire les choses. Est-ce que s'il n'avait pas raté ce wagon, est-ce que la donne aurait été différente sur le mercato? Une question que je te pose.
Et tu veux dire, que, est-ce qu'il que l'aurait certains intégré joueurs ne directement, tu penses? je pense que certains joueurs n'auraient peut-être pas été recrutés. Ok, Moi, malgré tout, voilà, pour encore un peu mettre en lumière les carences de nos choix et de ce qu'on est capable de faire, quand tu alignes un 11 de départ ce week-end où tu as dépensé 50 millions, 50 bâtons en 18 mois, et que tu alignes Kevin Pedro et Nadir El Jamali, moi, ça me Ouais, questionne quand même. Où sont ouais, certains joueurs pour qui on a dépensé des millions d'euros? c'est un bel aveu Voilà, d'échec. on est allé chercher on est allé chercher des joueurs en post-formation sur certains profils alors qu'on les avait sur place. Pourquoi on n'utilise pas ceux qui sont sur place? Est-ce qu'on ne connaît pas véritablement ceux qui sont sur place? Est-ce que ceux qui sont censés faire le lien avec les nouvelles têtes ne font pas le lien? Pose la question. En tout cas, une ok. chose est sûre pour les suiveurs de la réserve, ceux qui ont suivi la saison d'El Jamali l'année dernière et qui ont suivi la saison de Kevin Pedro, ils te diront qu'ils avaient rien à faire en N3, ça c'est sûr. Oui, ça faisait partie de ceux qui surnageaient. C'est ce que tu essaies de nous dire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir le chat et je vois Clem qui est arrivé, donc après on bouclera sur ce match contre Clermont. Quentin, le chat sur les sujets qui ont été abordés. Alors, pour commencer, sur le sujet staffin, Bon Scott sur YouTube trouve qu'il y a c'est de mieux en mieux. Il est un peu plus présent dans le jeu pour Mathias. Tom sur Twitch trouve que malheureusement, il n'est pas assez trouvé dans les bonnes zones offensivement. Tom, toujours sur Twitch, il faut pas oublier sa blessure qui a été assez longue. Donc, être patient, prendre le temps et pour beaucoup, hein, un but, que ça soit contre Reims ou à n'importe quel moment, un peu comme nos chroniqueurs, ça va repartir. Après, pour revenir sur les jeunes, pour Pedro, Oleg sur YouTube, Sozinho sur Twitch, Gad sur YouTube également, il le trouve très bon malgré quelques erreurs, quelques petites absences. Après, est-ce que c'est son poste, est-ce que c'est son âge? C'est quelque chose à voir. Il a une anticipation très intéressante, un axe de progression aussi également intéressant et concernant El Jamali. Euh, Sozinho trouve ses contrôles en pleine course, c'est des petits bonbons, on va dire ça comme ça. Pareil, beaucoup trouvent qu'il a du talent, mais se relâcher, être moins crispé pour encore être meilleur. Et vu que j'ai vu aussi également que Clem était revenu, petite information apparemment de Guise, apparemment Brahim Diaz serait potentiellement sur le marché. Est-ce que il y a peut-être quelque chose à faire, à voir. Et oui, Clem nous en parlera peut-être de cette folle rumeur. Sur ce match, messieurs, je vais vous donner une dernière fois la main. Est-ce qu'il y a des tops, des flops individuels qu'on n'aurait pas abordés que vous voulez souligner? Je- Moi, si tu veux, j'ai un top Ouais, vite fait, un flop Bah, vite le fait. même, Le top, c'est l'Arseneur parce qu'on lui a assez tapé dessus et là, il a été décisif. c'est clair. Et le flop, c'est Tardieu. Ouais. Euh, mais je lui en veux pas personnellement, mais il semble totalement cramé, quoi. Il faut un 6 et vite. Et oui, c'est cuitas les bananas, Tardieu, là. Depuis le penalty manqué, là, il est, il est plus là avec nous, ce bon vieux Flo. Sylvain, c'était les mêmes? non, moi mon top et même si je rejoins totalement Pierrot, on a assez tapé sur l'Arseneur pour dire que quand on a un gardien qui fait les deux trois arrêts nécessaires, ben on gagne le match, il faut le souligner. Mais moi mon top c'était Jabert. J'ai Ouais, trouvé Jabert. Jabert très très Ah très ouais. bon au milieu avec une activité absolument folle. Ouais. Il a couru je ne sais combien de kilomètres, mais le nombre de ballons qu'il est allé chercher dans les pieds, le nombre de pressing qu'il a envoyé et de courses, c'était vraiment assez impressionnant. Et quand tu vois encore qu'à la 94e, il est proche de faire une passe décisive Ah, il à avait canne, Aymar hein. après après une course de je ne sais combien de mètres. Ouais, Jabert, j'ai vraiment bien aimé Jabert. Voilà. Après, bon, les flops, on l'a dit, un hold très très moyen. Tardieu, il rentre dans le rang et en même temps, il est à 6 mois de la fin de son contrat et je pense qu'il a compris que l'aventure va s'arrêter. Est-ce que en termes d'investissement, on va pas avoir un joueur qui va peut-être aussi un petit peu baisser le pied? Il doit trouver un nouveau contrat à partir de juin.
Faudrait peut-être pas qu'il se blesse maintenant. Il faut aussi se mettre à la place de certains joueurs. Jouer à la Saint-Étienne, c'est bien. Nous, on est dans l'idée du supporter, spectateur qui veut que tout le monde donne le meilleur, mais il y en a qui ont des carrières aussi à penser. Et je pense que plus le temps va avancer, plus Florian Tardieu va penser à la suite de sa carrière et au dernier contrat qu'il doit aller chercher. Eh oui, très bien messieurs. Me permet maintenant d'accueillir Clem qui nous vient nous voir pour un petit point mercato. Bonjour Clem. Salut les gars, salut à tous, salut au chat. Je m'excuse par avance pour ma voix, j'ai le nez un peu bouché, légèrement pris, Eh oui, mais ça ne va pas m'empêcher de faire ce petit point mercato. c'est de saison, on ne peut pas t'en vouloir Clem. Clem, tu viens nous parler d'un mercato qui a un petit peu bougé sur la dernière semaine, mais on n'est pas non plus sur des standards, sur les standards qu'on attendait, quoi. Non, 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 vraiment pas, hein. C'est quand même relativement calme. On a déjà eu deux départs qui ont été officialisés avec Masson à l'AEL Larissa et la semaine dernière Maïdine Makloufi à Dunkerque, mais globalement c'est très calme. Et de l'autre côté, pour être totalement transparent, on galère un peu à avoir des infos, un peu plus que d'habitude, même si on se démène, mais on galère un peu, ouais. On va d'abord peut-être faire un des points sur les départs, Clem. Deux officiels, peut-être plus à venir. Ouais, donc deux officiels, comme je viens de le dire, Ivan Masson et Maïdine Makloufi. Donc Maïdine Makloufi, c'était la semaine dernière, latéral gauche de la réserve, qui a signé avec l'USL Dunkerque. Il a signé là-bas jusqu'en 2029 et il a été libéré du coup par l'AS Saint-Étienne. Et alors sur les autres départs qui pourraient arriver, on a déjà Dylan Batou-Binsika, qui est un peu finalement le seul indésirable restant au club, qui n'aura aucun rôle à jouer cette saison, donc qui est clairement poussé vers la sortie d'Estiver. Il y avait la rumeur du Shenzhen Peng City en Chine, où il devait signer visiblement. Il aurait raté sa visite médicale selon la presse locale. Nous, on n'avait pas spécialement d'infos sur un départ en Chine. En tout cas, on nous a dit samedi soir qu'il n'était pas encore proche d'un départ, même si ça commence vraiment à bouger à droite à gauche. Il a deux, trois pistes. Mais voilà, pour l'instant, on ne sait pas encore du coup où est-ce que ça pourrait se faire. En tout cas, visiblement pas en Chine, selon la presse locale, parce qu'il aurait raté sa visite médicale. Pour ce qui est du reste, on a les classiques. Davitajvili, Tassin qui sont un peu courtisés, surtout Zurigo, au vu de sa bonne première partie de saison, avec Everton, Olympiakos, Benfica, des clubs turcs qui sont sur le dossier. Mais la SSE devrait fermer la porte, comme ça avait été le cas l'été dernier. Et Djilan Nguessan, pour qui un départ est toujours envisageable, avec notamment Bluko qui détient Strasbourg et Chelsea, qui est à l'affût et qui, on l'imagine, pourrait revenir à la charge plutôt dans les derniers jours du mercato. Et oui, Chelsea et Strasbourg qui visent le 100 joueurs dans l'effectif cumulé. Et ça, c'est beau. Sylvain, Pierre, je vais te laisser la main, Pierre, sur les départs. Euh, McLaughlin, j'ai vu des réactions un peu mitigées sur ce départ de ce jeune joueur. Des gens qui comprenaient et d'autres qui comprenaient pas trop parce que ce qu'on en avait vu était à peu près intéressant. Qu'est-ce que toi t'en penses de ces départs et de ceux à venir, on espère? Pour McLuffy, je laisserai Sylvain donner son avis parce que pour être honnête, je l'ai vu jouer peut-être deux, trois fois en réserve, mais sans plus. Donc je m'abstiens. Pour Masson, c'est une bonne chose parce que voilà, c'était la fin de l'histoire. C'est bien pour les deux parties, je pense. Reste à trouver une porte de sortie pour Batou Binsika. Et sinon, moi, je conserverai tout ce beau monde parce que Stassin, on en a déjà parlé, il est plutôt dans l'esprit de rester, de se reconcentrer sur le projet de la remontée. Il a compris que voilà, il aura peut-être pas les mêmes opportunités que cet été. Et reste le cas Davitashvili. Mais voilà, si on se sépare de Davitashvili, moi je comprends que le joueur veuille aller plus haut parce qu'il a rien à faire en Ligue 2. Mais pour nous, ça serait suicidaire de se séparer de Davitashvili. Et enfin, le dernier cas, le dernier départ qui serait souhaitable, mais bon, là, c'est peut-être compliqué et c'est peut-être plutôt juridiquement que ça va se jouer, c'est le cas et quoi. Donc, ça serait bien de pouvoir trouver une solution.
Sylvain, est-ce que toi aussi tu étais remonté quand ce départ de McLaughlin ou pas? C'est pas forcément le départ de McLaughlin qui me dérange, c'est les choix qui sont faits par la direction. En fait, aujourd'hui, en tant qu'arrière gauche, on voit que Hanan, c'est pas le joueur qu'on espérait, c'est-à-dire un titulaire indiscutable qui clôt le débat. Quand Hanan est blessé, on avait l'option Lassana Traoré qui malheureusement a des grosses difficultés pour s'acclimater. Il a des grosses difficultés à gérer le rythme. Et puis, une quasi fin de saison est envisagée puisqu'il a à nouveau rechuté, je crois, pour la 2e ou 3e fois cette saison. Donc voilà. Donc en fait, le véritable problème, c'est que cet été, on s'est débarrassé de Darling Blady, qui sortait d'une super saison en National 1 avec Bourg-en-Bresse, où il avait quasiment disputé tous les matchs. Et on se débarrasse un peu sur la même forme de Maïdine Makloufi, parce que il faut faire de la place aux joueurs qu'on a recrutés un petit peu, t'as l'impression. Donc c'est ça qui est dérangeant, c'est que c'est pas l'aspect sportif qui prime, mais c'est plutôt mettre en avant les dossiers qu'on a mis en place pour justifier ce qu'on a fait. Et moi, ce qui me dérange davantage, c'est plutôt ça que le joueur véritablement. Aujourd'hui, pour moi, entre Darling Blady et Maïdine Makloufi, au début de saison, Darling Blady, pour faire la doublure, ça aurait fait largement le travail, mais largement, plus que Makloufi. Parce que déjà, c'est pas du tout le même profil, les deux, de joueurs. Mais voilà, après, écoutez, il faut penser aussi aux joueurs. Makloufi, il va aller jouer dans un club de Ligue 2, dans lequel il va avoir un rôle de doublure, j'imagine, et il va gratter du temps de jeu. Tant mieux pour lui, qu'il profite, qu'il fasse sa petite carrière professionnelle et qu'il prenne ce qu'il a à apprendre ailleurs de Saint-Étienne. C'est très bien. Et peut-être, Clem, que ce départ à Dunkerque va peut-être faciliter des mouvements sur le sens des arrivées. Ouais, je précise juste pour Darling Blady, Sylvain a totalement raison. Et ces jeunes-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on leur vend même pas un poste de doublure. On leur vend aucune perspective avec le gros pro, en fait. C'est aussi simple que ça. Darling Blady, on lui a dit que c'était la porte ou la réserve. Donc au bout d'un moment, quand tu sors d'une saison en National 1, bah, Ah, t'as fait le tu tour. prends la porte. Voilà. Après, on a le contre-exemple. Alors, je suis d'accord avec vous que Blady, bon, on aurait pu le garder, on aurait pu faire mieux. Mais ce qu'on a développé en première partie d'émission, c'est que d'un autre côté, on donne la chance à des Gadek Bekou, à des Emar, à des El Jamali et à des Pedro. Donc, c'est aussi un Oui, peu oui. contradictoire. C'est contradictoire, oui et non, parce que ce soit El Jamali, Pedro, Emar, c'est des générations 2006, 2007 et Emar 2008. Donc c'est les nouvelles générations qui sortent. Emar, il est encore au centre de formation. Voilà, c'est un U18. Gadek Beku, El Jamali, c'est des U19, c'est génération Ouais, 2007. je vois ce que C'est tu des veux dire. garçons qui découvrent le football professionnel. Aujourd'hui, tu leur donnes un rôle où ils jouent 80% de leurs matchs en réserve et ils viennent gratter quelques temps de jeu au début de saison, tout le monde signait. Sur ces joueurs-là, Ouais. tout le monde signait. Par contre, à Blady, tu peux pas lui dire après une saison pleine en National 1, écoute, si tu fais 5-6 matchs en Ligue 2, c'est bien, pas plus. Tu vois ce que je veux dire? Dans la posture, ça Ouais, marche je comprends. Et c'est le même cas ça pour. marche encore moins. Ça marche encore moins quand tu sais que tu vas chercher Lassana Traoré, que le mec il vient faire son acclimatation avant même d'avoir ses 18 ans au mois d'avril-mai, et que tout le monde est unanime pour dire que il sera pas prêt avant au moins 2 ans minimum. Donc voilà, c'est là que ça pose question. Il y a vraiment une volonté de privilégier les dossiers qui ont été faits. On pourra parler du cas Miladinovic aussi. C'est pareil. On fait jouer Miladinovic comme s'il apportait une plus-value de dingue. C'est un 2003 par rapport à Emar qui a 5 ans de moins 2008, ou par rapport à El Jamali qui a 4 ans de moins 2007 pour jouer au milieu. Il n'y a pas Est-ce que d'écart. véritablement c'était intéressant d'aller chercher des joueurs comme ça? Aller chercher des joueurs ailleurs, c'est aller chercher des plus-values. Si tu vas chercher des mecs pour jouer dans la rotation, ça sert à rien. Tu utilises ce que tu as déjà sur place. C'est vrai. Et puis Vas-y, les Clem. El Jamali, les Emar, les Pedro, les Gadek Beku, les N'Guessan, c'est des joueurs très cotés, hein. Je veux dire, tous leurs coéquipiers en équipe de France de jeunes, ils jouent en pro aussi, pour l'immense majorité. Donc est-ce que c'est pas juste la norme en fait de voir ces joueurs-là en Ligue 2 en plus gratter du temps de jeu? Pour moi, oui en fait, hein. C'est pas, enfin, je Des vois pas pourquoi on internationaux. devrait s'en féliciter non plus. T'as que des internationaux sur les mecs qu'on cite là. Tout le monde Bah sait oui, que des oui, oui. internationaux.
Dro, C'est El que Jamali, des joueurs parmi les Yadekutu plus cotés de la formation et française. Mar. Donc, bon. Même Dodot, hein. Dodot, il n'est pas encore arrivé, mais ça fait partie des plus cotés de sa génération internationale, titulaire en équipe de France. Voilà. On est obligé de parler, Clem, je vais te redonner la main pour le sens des arrivées, puisque je te tendais une perche avec le mouvement à Dunkerque. Ouais, Est-ce qu'on a du nouveau sur les arrivées? c'est vrai que je n'ai pas saisi la belle transition. Mais alors oui, donc du coup, on a eu le départ de Majid Makloufi qui a été négocié il y a environ une semaine et demie, 2 semaines. Et pendant ces échanges-là, il y a des joueurs de Dunkerque qui ont été évoqués aussi, parce que Saint-Etienne suit certains profils. On pense notamment à Bardelli. On pense aussi du coup à Jessim Yassim qui est depuis assigné à Strasbourg. Alors pour Yacine, c'était un joueur qui était beaucoup apprécié, hein, ouais, un très bon profil et sur qui il y avait eu des renseignements qui avaient été pris. Pour Bardelli, on sait que c'est une piste de longue date de Kilmer qui aime beaucoup le joueur, qui avait déjà voulu le faire l'été dernier. Euh, le club est toujours intéressé, évidemment. Le problème, c'est que pour cet hiver, il y a une belle somme vraiment qui est demandée par Dunkerque pour un joueur qui a 6 mois de la fin de son contrat. Donc Saint-Etienne ne mettra pas cette somme-là. Et il y a aussi le fait que le joueur veut avoir l'assurance l'année prochaine de jouer en Ligue 1 et que bah, pour l'instant, Saint-Etienne ne Non. survole pas en fait le championnat. Donc tout simplement, il va falloir attendre de voir peut-être quelle sera notre division la saison prochaine s'il ne signe pas ailleurs d'ici là. En tout cas, voilà, Bardelli, c'est vrai qu'il est vu comme une vraie opportunité par la direction et que s'il y a moyen de le faire, que ce soit cet hiver ou pour l'été à la fin de son contrat, bah, on le fera. Mais est-ce que ça pourra se faire? Ça, c'est la vraie question. Sinon, en ce qui concerne les autres arrivées, bah, on a toujours comme priorité de faire un numéro 6. C'est ce qu'on dit depuis des semaines. Alors, bah, les pistes qui sont sorties, Duomo de Watford, Nzigula de Strasbourg, Varane de QPR, c'est pas les priorités. C'est des joueurs pour qui il y a eu un léger intérêt, mais c'est pas aller plus loin que ça pour diverses raisons. Donc actuellement, la priorité, on la connaît pas. On sait juste que Saint-Etienne regarde beaucoup dans les pays scandinaves, mais on n'a pas grand-chose à vous dire de plus que la semaine dernière. Ça travaille toujours en sous-marin et on verra si quelque chose peut se boucler ou pas. En tout cas, nous, on est à l'affût, on essaye de gratter des infos, mais pour l'instant, on a rien de plus à vous dire là-dessus. Euh, Par contre, on a eu une petite info aujourd'hui qui nous vient de Transfer Radar, c'est un média sur X. Une info qu'on est en mesure de vous confirmer. C'est David Mimbang, un milieu de terrain né en 2008, international jeune avec le Cameroun, qui joue pour le club des Brasseries du Cameroun. C'est un joueur que Saint-Etienne aime beaucoup, qui a fait l'objet de discussions, de négociations ces dernières semaines et qui devrait normalement signer avec la SSE. Alors est-ce qu'il arrivera quand il aura 18 ans, c'est-à-dire en août prochain, ou est-ce qu'on va pouvoir le faire avant? Ça, c'est la question. Normalement, un joueur est censé arriver, enfin, un joueur qui est à l'étranger est censé pouvoir arriver en Europe seulement à ses 18 ans, à l'âge de sa majorité. Donc voilà, à voir ce qui va en advenir. Et important de préciser aussi que c'est pas le seul joueur en post-formation pardon, sur qui Saint-Etienne est. Il y a plusieurs opportunités qui sont scrutées en ce moment même. Et pour ce qui est du reste, on a le poste de gardien toujours qui est anticipé pour cet été. On a aussi le poste de latéral droit parce que comme dit la semaine dernière, Denis Sapia, son départ est déjà acté pour l'été prochain. Il arrive en fin de contrat. Et il y a des discussions actuellement pour plusieurs profils de latéraux droits qui intéressent le club en vue de cet été du coup. Et enfin, bah, sur un profil défensif, latéral gauche, défenseur central, en réaction à la blessure de Bernauer, on n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même la volonté de laisser la place à Pedro, à Dodot aussi, qui est du coup actuellement le quatrième choix un peu. Donc voilà ce qu'il en est pour les arrivées. On essaiera de vous ramener du plus croustillant la semaine prochaine. Mais là, ouais, c'est vrai qu'à part David Mimbang, qui est une info qui est sortie aujourd'hui, le reste, c'est un peu du réchauffé, mais bah, on suit l'actualité tout simplement. Ok, merci beaucoup Clem. Je vous encourage à suivre bien sûr les réseaux de Peuple Vert pour vous tenir informé si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour avoir plus d'infos. Merci de nous avoir rejoint Clem pour ce point mercato. Pierrot, Sylvain, c'est quand même, on est bien parti pour un mercato
allez, on prend les mêmes et on recommence, quoi. Alors, moi, je pense qu'on ira sur un 6. Je pense qu'on va rester en statu quo derrière. J'espère que c'est pas une erreur, parce que bon, on sait tous qu'on a des joueurs quand même assez fragiles. Mais je pense quand même qu'on fera un 6. Et en Hollande, là, alors même si c'est pas tout en Hollande, mais je pense que il l'a dit qu'on s'il y avait un poste qu'il fallait renforcer, ce serait le poste de 6. Donc moi, je vois bien l'arrivée d'un 6 le 31 janvier à 19h, Le panic buy. et je pense que c'est une bonne chose parce que on l'a dit, mais Tardieu est un peu fatigué. Jabert, c'est pas il est plutôt relayeur que vrai 6. Donc un vrai 6 physique dont on n'aura jamais entendu parler, qui arrive le 31 janvier à 19h, c'est mon pronostic. Sylvain, c'est sur le sens des arrivées, pareil, il nous faut absolument un renfort. Bah, absolument, je sais pas, mais en tout cas, il y a un poste à renforcer et qu'il n'y en aura qu'un seul à renforcer, c'est celui de milieu de terrain. Alors, ça, c'est clair et net. Après, si c'est pour faire des joueurs qui apportent aucune plus-value, comme on a pu faire sur certains mercatos, ça n'a pas d'intérêt. Il faut pas oublier que le mercato d'hiver, c'est quand même un mercato compliqué, avec des joueurs soit qui sont hors de forme parce qu'ils jouent pas dans leur club respectif, donc ils sont sur le marché, ou bien des joueurs qui performent très bien et qui sont donc difficiles à déloger de leur club parce que les clubs ne sont pas vendeurs, donc il faut surpayer. Donc c'est vraiment un mercato qui est délicat. C'est pourquoi aussi le club se tourne sur l'alternative du marché scandinave parce que eux, ils ont des saisons qui sont en année civile, donc là, ils ont terminé la saison au mois de décembre et à ce compte-là, peut-être que certains deals sont plus faciles à réaliser. Ok. Quentin, le chat, qu'en pense le chat de tout ce joyeux mercato? Ouais, globalement, ça rejoint un petit peu nos chroniqueurs pour la recrue d'un joueur au milieu de terrain pour faire souffler Tardieu pour Gaël sur YouTube. Euh, Folk sur Twitch pense que ça sera comme la saison passée, hein, un mercato très calme. Euh, Gaël qui pose la question. Pour vous, messieurs, est-ce que la blessure de Zuriko Davitashvili est une blessure dite diplomatique due au mercato? Et après, il y a eu un petit peu un débat sur les joueurs du centre. À quoi ça sert de recruter si on a un centre de formation qui est, d'après les dernières analyses, assez fort pour Guillaume? Et Al qui lui répond un petit peu en disant, mais pour viser une montée, on peut pas forcément faire jouer que des jeunes du centre. Donc voilà, globalement, ouais, recruter un 6 pour monter Jabert d'un cran et être mieux. Et je confirme que ce n'est pas une blessure diplomatique. Un Romain nous le confirme dans le chat. Ça, c'est au moins si ça Et peut vous juste, rassurer. si Vas-y, je très peux, vite, Sylvain. je peux ajouter un truc, Kevin, j'ai Vas-y. lu dans le chat aussi Tom 422 qui demande des nouvelles du contrat de N'Guessan. Le dossier N'Guessan, c'est un dossier assez particulier. Je sais que j'ai entendu que Clem ne l'avait pas forcément évoqué. Notamment par rapport à la prolongation. Il a évoqué les intérêts, mais pas la prolongation. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y aura pas de on peut dire à 99% qu'il n'y aura pas de prolongation d'Nguessan à l'AS Saint-Étienne. Ok. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à trouver une porte de sortie. La situation n'est pas simple. Pour il y a de nombreux facteurs qui rentrent en jeu. La situation n'est pas simple, mais je pense que voilà, Kylian N'Guessan, ça durera pas, ça marchera pas à l'AS Saint-Étienne et ça durera pas pour le bien de tout le monde. Ok. Bah écoute, merci pour cette précision. Je remercie Clem qui était avec nous ce soir. On va quand même parler du prochain match. Je vous invite, vous êtes très nombreux ce soir, comme je vous l'ai dit en début d'émission, à vous abonner sur YouTube, sur Twitch pour suivre toutes les actualités Peuple Vert. Il va arriver beaucoup de nouvelles choses d'ici la fin de la saison et surtout, comme ça, vous êtes au plus près des actus des Verts et bon, vous devez supporter une fois de temps en temps la chronique de Joss, mais rassurez-vous, il en fait de moins en moins, donc le fardeau ne sera pas si lourd à porter. On va parler du prochain match et un petit point Ligue 2 aussi. Active Saint-Étienne Night Club.
Le prochain match. Joss, bien sûr, mais ça fait longtemps que je l'ai pas eu en émission, mon Joss, alors je lui rappelle au bon souvenir de la maison. Messieurs, cette Ligue 2 est de plus en plus folle. Il y a énormément de personnes, de clubs dans ce wagon de tête. Il y a très peu de points d'écart entre Le Mans et le Red Star qui occupe la deuxième place. 3 semblent s'envoler. Et selon la dynamique, elle a l'air difficilement rattrapable. En tout cas, une des 2 premières places leur semble réservée. Sylvain, cette Ligue 2, elle est intéressante quand même, parce qu'on pensait pas autant stressé sur cette saison, mais elle a le mérite de nous maintenir bien éveillés les week-ends. Oui, c'est certain. Et je trouve que là, depuis ce week-end, on voit vraiment un premier wagon qui se dégage avec 6 équipes. Parce que Le Mans, qui est sixième avec 32 points, a quand même 5 points d'avance sur le septième qui est Guingamp. Donc, véritablement, voilà, je pense qu'on commence à voir les équipes qui vont jouer les 5 premières places. 3 Red Star, Saint-Étienne, Dunkerque, Reims et Le Mans. Voilà, je pense que pour Le Mans, c'est tout bénef parce que leur objectif premier, c'était surtout de se maintenir. Donc pour eux, c'est tout bénef. Le Red Star, c'est un peu la même dynamique. En revanche, pour Dunkerque, eh ben, ils sont sur la lignée de ce qui se faisait l'année dernière. Et puis Reims, ils sont dans la même lignée que nous, à savoir vouloir remonter rapidement. Donc ça va faire une fin de saison intéressante. On s'en serait bien passé en survolant le championnat. Euh, Ça sera pas le cas, loin de là. Et j'espère qu'on arrivera quand même à remplir nos objectifs parce que aujourd'hui, il y a quand même une part d'inquiétude. Ouais, Pierrot, vite fait sur cette Ligue 2, elle a le mérite de tenir toutes ses promesses. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, bon, effectivement, il y a 3 qui s'envolent, qui a 7 points d'avance sur nous, si je dis pas de bêtises, et 6 sur Red Star, je crois. Ouais, c'est énorme. Euh, ouais, donc je suis pas sûr qu'on les revoie, parce que c'est vraiment, j'ai vu le 3 Reims de ce week-end, c'est vraiment une équipe bien organisée, enfin voilà, qui a tout compris à la Ligue 2, avec un super coach, à mon sens, qui est peut-être sous-coté. Donc 3, je suis pas sûr du tout qu'on les revoie. Je m'attends pas forcément à une baisse de régime. Ou alors même s'il y a une baisse de régime, pour moi, ils monteront. Et la deuxième équipe que je crains et qui nous ressemble beaucoup, je trouve, qui devrait faire bien mieux, c'est Reims. Équipe qu'on va jouer ce samedi. Voilà, donc pour moi, ça reste notre plus gros adversaire. Je crains moins le Red Star et Le Mans, mais je me méfie beaucoup de Dunkerque qui connaît aussi très bien la Ligue 2, qui joue très bien au ballon et qui est sur une super dynamique. Je vous laisse dans le chat nous dire ce que vous attendez de ce match à Reims qui, comme je l'ai dit en début d'émission, sera primordial pour notre fin de saison. Euh, Tu as la main, Pierre, je te la laisse. Ce match, on est d'accord que y a les retours attendus pour Dufus, Ferreira, Davitashvili, Hanan. Euh, à l'extérieur, avec Reims bon, à part ce petit dernier accro, qui était sur une bonne dynamique et qui revenait mieux, est-ce que, tu vois, ça c'est pas le genre de match où on se dit un nul, c'est peut-être pas si mal. Le nul, le nul, je pense que je le prends. Avoir les résultats de nos concurrents. euh, mais pour moi, notre principal concurrent pour la deuxième place, c'est Reims. Donc, vu qu'on joue chez eux, on les a battus à l'aller. Euh, le nul, je le prends, mais paradoxalement, je nous vois capables d'aller gagner là-bas. Tout simplement parce qu'en première partie de saison, on a gagné nos matchs face à nos concurrents directs, Mhm. notamment face à Reims, à 3, on est la seule équipe à l'avoir fait. Donc, je crois que cette équipe, voilà, quand il faut monter un petit peu le curseur, je pense qu'ils peuvent le faire. Je dis pas qu'on va le faire, mais voilà, je suis impatient de voir ce match. Comme tu l'as dit, il y aura des retours, même si des joueurs comme Ferreira et Dufus, qui n'ont pas joué depuis longtemps, ne pourront malheureusement pas apporter grand-chose. Et Davitashvili, j'avais lu qu'il reviendrait pour le match d'après, donc je suis pas sûr qu'il sera là.
Mais voilà, ouais, match hyper important à ne surtout pas perdre. Et si on peut pas le gagner, un nul, ça sera pas si mal. Sachant il y a beaucoup de duels un peu d'équipes proches, Sylvain, ce week-end. Nous, on va à Reims, il y a Dunkerque-Le Mans, ou Le Mans-Dunkerque, je ne sais plus dans quel sens. Troyes, Guingamp, ou inversement aussi. Il n'y a que le Red Star qui est un peu épargné ce week-end. C'est un week-end qui s'annonce peut-être décisif pour la taille de ce wagon de tête, Sylvain. Ah, on a reperdu Sylvain. C'est terrible. C'est terrible. Il a son micro. Sylvain, t'as ton micro qui est Qui est coupé. désactivé. Ouais, Exactement, merci Pierrot. Je suis désolé. t'inquiète. Ouais, non, c'est un week-end qui peut être difficile si on vient à pas gagner, mais c'est un week-end qui peut aussi être ultra positif en cas de victoire, parce que quand toutes les équipes s'affrontent, ça génère forcément Des écarts. de prendre des points sur des équipes concurrentes. Maintenant, je rejoins Pierre sur une chose, c'est que c'est pas ces matchs-là qui me font peur. À l'aller contre Reims, on a répondu présent. Contre Troyes, on a répondu présent. Contre Montpellier, on a répondu présent. Finalement, contre les grosses écuries prétendues de championnat, on a toujours répondu présent. Moi, c'est plutôt les matchs contre Nancy, contre Guingamp, voilà, c'est ces matchs-là que je crains. Pourquoi? Parce que c'est ces matchs-là qu'on perd. Quand je vois encore le 2-2 à la maison contre Bastia, voilà, c'est là véritablement où on perd des points et non contre les concurrents directs, parce que contre les concurrents directs, on a une forme de à- sur l'état d'esprit et sur la mentalité, on met une qualité supplémentaire que sur d'autres matchs. Et quand on est au niveau de l'état d'esprit, cette équipe-là, elle a quand même des qualités largement suffisantes pour rivaliser avec toutes les équipes de Ligue 2. Si je dois traduire ce que tu nous dis, Sylvain, toi, tu te contenterais pas d'un nul. Honnêtement, non. Je nous vois capables d'aller gagner. Après, voilà, hein, c'est un ressenti, c'est aussi à l'image de la saison et de ce qu'on produit. Je nous vois capables d'aller gagner. Et je pense que en fonction du nombre de joueurs qui vont être de retour, parce qu'on va avoir des retours ce week-end, voilà, ça peut quand même changer pas mal la donne. Maintenant, la vérité du match, on la connaîtra seulement samedi à 22h. Et oui, ce bon vieux samedi 22h, comme tous les week-ends depuis le début de la saison. Un dernier point de chat sur ce match, Quentin. Est-ce que tu as déjà des pronostics, des attentes? Alors, des pronostics, pas beaucoup ne voient forcément une victoire. Pour Gaël, faut pas perdre, hein, ça, tout le monde est d'accord sur le chat. Gaël sur YouTube qui dit que ça ferait très mal psychologiquement en plus de la défaite. Tom 422 sur Twitch a très peur parce que défensivement, on se fait ouvrir assez facilement. Et Reims, eux, ont de très bons joueurs offensifs. Euh, pour Ludo sur YouTube, il veut que ça soit le match de Stassin et Chicolamba, donc avec un but pour Stassin et un nouveau clean sheet. Francky qui attend beaucoup de la défense entre Chico et Nadé. Guillaume, pour lui, il faut marquer les premiers ce week-end. Et Gaël, lui, nous parle un peu plus du caractère de l'équipe et que pour lui, c'est pas sûr que Geoffroy Guichard, pardon, soit un atout. Et là, pendant que je notais un petit peu, C'est à je Reims, lisais hein, le pardon, un peu match. mes notes. Oui, non, mais justement, que justement, le match, que ce soit à Reims, c'est peut-être un atout par rapport Ah, à jouer à ok. domicile. Je Ok. pense qu'il le disait dans ce sens-là. Et là, il commence à avoir un petit peu des pronos avec des victoires, des buts de Stassin surtout. Donc, à voir là dans quelques minutes s'il y en a d'autres. On l'espère. Messieurs, petit point prono. Quentin, tant que tu as la main, je te demande ton petit point prono du soir. Moi, mon prono pour ce week-end, je vois une victoire courte, hein, 2-1. Avec, je vois aussi, ouais, comme beaucoup du chat, Stassin marqué et Cardona. Ok. Pierrot? Moi, je dirais 1-1. Allez, Stassin. Ok, intéressant. Et Sylvain?
Moi, je vais dire 2-1 aussi. J'aime bien l'idée de 2-1. Et avec un but à la fois de Stassin, mais de El Jamali qui va enfin ouvrir son compteur but. Ça fait 3 semaines que j'annonce qu'il va ouvrir son compteur but sur les avant-matchs. C'est peut-être maintenant. Mais 97e Voilà. minute. À la 80 Alors, à la 90 quand plus tu 20 veux. comme en finale de la CAN. Il rentre sur son pied gauche et il enroule. Et puis on vit un petit frisson dans cette saison bien difficile et bien pauvre en émotions positives. Et oui, on l'espère. Messieurs, c'est la fin déjà de cette émission. Merci d'avoir été aussi nombreux dans le chat et sur le live. Merci de nous écouter toujours plus en replay. C'est toujours un plaisir de voir vos retours, que ce soit en direct ou a posteriori. On se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas qui sera avec vous à l'émission, mais en tout cas, nous, on sera là quoi qu'il arrive pour débriefer, bien sûr, la victoire de Saint-Étienne à Reims. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Merci, messieurs, d'avoir été avec moi autour de la table. Toujours un plaisir. Passez une belle semaine. Prenez soin de vous, de vos proches. Et allez, les Verts. Ciao. Salut. Bonne soirée.